L'émission Carnet de route se place au croisement des cultures chinoises et non chinoises en vous ouvrant les portes d'une Chine multiculturelle. Rubrique tourisme et culture décrypte pour vous les traditions ancestrales et les tendances plus actuelles. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Carnet de route. Je suis Manon et aujourd'hui nous partons à la découverte des anciennes capitales de la Chine. Ces joyaux historiques qui témoignent de la grandeur des dynasties passées. Pour nous guider dans ce fascinant voyage dans le temps, je suis avec mon collègue Rogo qui vient d'explorer ces villes extraordinaires. Bonjour Rogo. Bonjour Manon, bonjour à tous nos auditeurs. Je suis ravi d'être ici pour partager ma passion pour ces villes extraordinaires qui ont façonné l'histoire de la Chine au fil des siècles. Ce sont des lieux où l'on peut véritablement toucher l'histoire du bout des doigts. Ok. Et Rogo, la Chine, on sait que la Chine a connu de nombreuses dynasties et donc plusieurs capitales. Pourriez-vous nous donner un aperçu général avant d'entrer dans les détails? Tout à fait Manon, la Chine a une histoire de plus de 5000 ans au cours de laquelle se sont succédées de nombreuses dynasties, chacune avec sa capitale, parfois plusieurs. Et parmi les anciennes capitales les plus importantes Parmi les anciennes capitales les plus importantes, on trouve Xi'an, anciennement Chang'an, Luoyang, Kaifeng, Nanjing et bien sûr Pékin qui est l'actuelle capitale. Ce qui est fascinant avec ces villes, c'est qu'elles reflètent chacune une époque et une vision différente de ce que devrait être la capitale d'un empire. Et Chang'an, par exemple, était conçu selon des principes cosmologiques stricts avec une disposition en damier parfaitement alignée avec les points cardinaux. Chaque quartier avait une fonction spécifique et l'emplacement du palais impérial témoigne de la vision du monde de l'époque. Et chacune de ces villes raconte donc une partie de l'histoire chinoise et offre un patrimoine culturel et architectural exceptionnel. Ensemble, elles forment une sorte de fil conducteur à travers les millénaires de la civilisation chinoise. Et Rogo, commençons notre voyage par Xi'an, l'ancienne Chang'an. C'est l'une des plus anciennes villes de Chine, n'est-ce pas? Exactement Manon. Xi'an, autrefois connu sous le nom de Chang'an, est considérée comme le berceau de la civilisation chinoise. Elle a été la capitale de la Chine pendant plus de 1100 ans, sous 13 dynasties différentes, dont les plus importantes sont les Qin et les Tang. Oui, presque tous les Chinois ont appris à l'école qu'à Xi'an, que le premier empereur de Chine, Qin Shi Huang, a unifié le pays en 221 avant Jésus-Christ, mettant ainsi fin à la période des royaumes combattants. Et puis, sous la dynastie Tang. Sous la dynastie Tang, là c'est entre 618 et 907, Chang'an était la ville la plus peuplée du monde avec plus d'1 million d'habitants. Elle était aussi le point de départ oriental de la célèbre route de la soie, ce qui en faisait un carrefour culturel et commercial extraordinaire où se côtoyaient marchands, diplomates, moines et voyageurs de toute l'Asie et même au-delà. Ah, on sent que cette ville nous passionne. Elle pèse lourd dans l'histoire chinoise. Elle est non seulement la capitale de plusieurs dynasties, mais aussi le point de départ oriental de la célèbre route de la soie. Comme on sait que Xi'an est capitale de plusieurs dynasties chinoises, donc à Xi'an, il doit avoir beaucoup de monuments historiques à visiter. Rogo, présentez-nous quelques sites incontournables. Le site le plus célèbre est sans aucun doute l'armée de terre cuite. Découverte en 1974 par des fermiers qui creusaient un puits, cette armée de plus de 8000 soldats
chevaux et chars en terre cuite, grandeur nature, étaient destinés à protéger l'empereur Qin Shi Huang dans l'au-delà. Le site comprend 3 fosses principales. La première est la plus impressionnante avec ses rangées de guerriers en formation de bataille. La deuxième contient la cavalerie et les chars, tandis que la troisième représente l'état-major de l'armée. Oui, c'est vrai, j'avais visité l'armée de Terre-Cuite. Ce qui est vraiment extraordinaire, je crois que c'est que chaque statue est unique avec des expressions faciales et des détails différents. Ils ne sont pas les mêmes. Et les archéologues pensent que ce sont des portraits de soldats réels de l'armée impériale. Initialement, les statues étaient peintes de couleurs vives et chaque trace de pigments sont encore visibles. Les experts continuent de travailler sur le site et de nouvelles découvertes sont faites régulièrement. C'est vraiment impressionnant de voir ces rangées de guerriers silencieux qui gardent leur position depuis plus de 2200 ans. Oui, je conseille, Manon, à nos auditeurs de visiter le musée très tôt le matin ou en fin d'après-midi pour éviter les foules et de prendre un guide ou plutôt une auto-guide pour comprendre toute la richesse du site. Et il faut également prévoir au moins une demi-journée pour explorer les 3 fosses et le musée associé. Et pour ceux qui voulaient enrichir leur connaissance sur cette armée de terre cuite, on peut peut-être prendre toute la journée. Et la ville de Xi'an, Rogo elle-même, que nous réserve-t-elle Xi'an, à part les soldats en terre cuite? Oui, c'est ce que j'ai dit. La ville est entourée de remparts impressionnants, parmi les mieux préservés de Chine. Ils forment un rectangle parfait de 14 km de périmètre avec une hauteur de 12 mètres et une largeur de 18 mètres au sommet. On peut y faire du vélo, ce qui est une façon très agréable de découvrir la ville. Le trajet complet prend environ 2 heures avec de nombreuses occasions de s'arrêter pour admirer la vue ou visiter l'un des sites historiques situés le long des remparts. Au centre de la ville se trouve la tour de la cloche et la tour du tambour. Comme leur nom l'indique, ces tours abritaient respectivement une grande cloche et des tambours qui servaient à marquer les temps pour les habitants. La tour de la cloche offre une vue magnifique sur la ville ancienne. Un autre site majeur est la grande pagode des lois sauvages, construite en 652 sous la dynastie Tang pour conserver les textes bouddhistes rapportés d'Inde par les moines Xuanzang. Haute de 64 mètres, elle est l'un des symboles de Xi'an. Les plus courageux peuvent monter les 247 marches jusqu'au sommet pour profiter d'une vue panoramique sur la ville. Oh, il faut du courage. Oui, le complexe du temple qui entoure la pagode est également très intéressant avec ses salles de prière, ses sculptures et ses jardins. C'est pour ça que dans des livres, on dit qu'elle témoigne de l'importance de Xi'an comme terminus oriental de la route de la soie et aussi centre de diffusion du bouddhisme en Chine. Et à Xi'an, il y a aussi un quartier musulman très animé. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, vous avez tout à fait raison. Le quartier musulman est l'un des endroits les plus vivants de Xi'an. Il témoigne de l'influence des marchands arabes et persans venus par la route de la soie. La communauté musulmane de Xi'an, principalement des Hui, l'une des 56 minorités ethniques reconnues en Chine, y vit depuis plus de 1300 ans. On y trouve la grande mosquée, un mélange fascinant d'architecture qui date du 8e siècle. Contrairement aux mosquées du Moyen-Orient, elle ne possède pas de dômes ni de minarets,
mais ressemble plutôt à un temple chinois avec ses cours successives, ses pavillons et ses stèles. Les inscriptions sont en arabe et en chinois, symbolisant la fusion culturelle. Et il est important de noter que la mosquée est un lieu de culte actif, donc il convient de s'habiller de manière appropriée et de respecter les règles locales. Mais Rocco, en fait, qu'est-ce qui rend ce quartier vraiment unique? Ce qui rend ces quartiers vraiment uniques, ce sont ces ruelles animées remplies d'étals de nourriture. La rue principale, Kunming Street, s'étend sur environ 1 km et est bordée de centaines de vendeurs proposant des spécialités musulmanes. C'est un paradis pour les amateurs de gastronomie. Les soirs, l'ambiance est particulièrement festive avec des lanternes qui s'allument et les odeurs alléchantes qui emplissent l'air. Ah, d'accord. Même les autres ethnies qui ne sont pas musulmans, ils peuvent aussi aller goûter les spécialités musulmanes. Tout Et- le monde, tous les touristes peuvent en profiter. Oui, comme il y a trop de choses à goûter, on ne peut pas tout goûter. Et Rocco, présentez-nous quelques-unes des spécialités culinaires à ne pas manquer dans ce quartier. Il y en a tellement. Et donc, ne manquez pas les roujiamo, Ah, Zhoujiamo, oui. souvent décrits comme le plus ancien hamburger du monde. Ce sont des petits pains plats remplis de viande d'agneau ou de bœuf épicé. Les brochettes d'agneau épicées ou les yangzhou chuan Oui, sont barbecue. également délicieuses. Ah, d'accord. Une autre spécialité locale est les paumo, Mhm. une soupe consistante où l'on déchire soi-même un pain plat dans un bol avant que le serveur n'ajoute un bouillon d'agneau avec des vermicelles et des morceaux de viande. Ah, cette C'est façon un de plat, consommer. Manon, Oui. très satisfaisant, surtout par temps froid. Ah oui, une soupe bien chaude. Voilà. Mhm, Les nuits biang mhm, sont également célèbres. mhm, Ce sont de larges nuits plates tirées à la main, mhm, servies avec de l'ail, mhm, du piment et parfois de la viande. mhm. Leur nom est écrit avec un caractère chinois si complexe, avec 58 traits, Oh là là, qu'il n'existe pas dans les claviers standards. oh là là, même pour les Chinois, c'est difficile de les Voilà. mémoriser. Hein. Voilà. Et pour les fans de sucreries, Ah, pour les sucreries, mhm, essayez les persimons d'Outnout, baignés au kaki. ah d'accord. Voilà. Et les osmanthus jelly, gelés d'osmante, Mhm. qui sont particulièrement rafraîchissants en été. Je vais goûter ça. Et tout cela me donne très faim, Rocco. Et y a-t-il d'autres sites autour de Xi'an qui méritent une visite avant de se régaler dans ces rues-là? Oui, dans ce cas-là, je vous amène à environ 25 km au nord de Xi'an, où se trouve le palais Wanting, un ancien palais impérial et station thermale datant de la dynastie Tang. Mhm. C'est là que se déroula la célèbre histoire d'amour entre l'empereur Tang Xuanzong Mhm. et sa concubine favorite Yang Gufei, Mhm. l'une des 4 beautés de la Chine ancienne. Mhm. Le site est magnifiquement restauré et comprend des pavillons, des jardins et des bains alimentés par des sources chaudes. Ah, un jardin traditionnel chinois. Voilà. Mhm. Le cadre au pied du mont Li est particulièrement pittoresque, Manon. Mhm. Et en parlant du mont Li, Mhm. c'est également un lieu de randonnée populaire. Ah, j'adore la randonnée. Oui. Mhm. Là, il faut faire la montée jusqu'au sommet. Ça vous prend 3 heures, mais la vie en vaut la peine. Ah, Il y a d'accord. plusieurs temples et pavillons en chemin, ainsi que des sources chaudes où vous pouvez vous détendre après l'effort. Ah, d'accord. Des sources thermales. Et pour ceux qui s'intéressent à l'histoire plus récente, il y a le site de Yanli, le mausolée de l'empereur Qingdi de la dynastie Han est également fascinant. Mais moins connu que l'armée de Terre cuite que Rocco nous a présenté.
Et il présente une autre facette des pratiques funéraires impériales. Et merci à Rocco et pour cette exploration approfondie de Xi'an. Et on passera à une autre ancienne capitale, Luoyang, de la province du Henan. Luoyang est une ville d'une importance capitale dans l'histoire chinoise. Elle est située dans la province du Henan, au confluent des rivières Liu et Yi, d'où son nom. Elle a été la capitale de 9 dynasties différentes, en commençant par les Zhou orientaux en 770 avant Jésus-Christ. Sa position stratégique au centre de la plaine du fleuve Jaune en faisait un lieu idéal pour contrôler les cœurs de la Chine. Et ce qui est fascinant avec Luoyang, c'est qu'elle était déjà considérée comme une ville ancienne sous la dynastie Tang il y a plus de 1300 ans. Elle a connu son apogée sous les dynasties Sui et Tang 581-907 lorsqu'elle était surnommée la capitale de l'Est, tandis que Chang'an, Xi'an était la capitale de l'Ouest. À cette époque, Luoyang était un centre religieux important, en particulier pour le bouddhisme, ce qui explique la richesse de son patrimoine bouddhique. À ce point-là, c'est un peu comme Xi'an. Xi'an est aussi un centre de diffusion du bouddhisme. Et quels sont les sites les plus remarquables à visiter à Luoyang? Les joyaux de Luoyang et sans contexte les grottes de Longmen. Il s'agit d'un ensemble extraordinaire de plus de 2300 grottes et niches creusées dans la falaise calcaire sur près de 1 km le long de la rivière Yi, contenant environ 110 000 statues bouddhistes. Les travaux maintenant ont commencé au 5e siècle sous la dynastie Wei du Nord et se sont poursuivis pendant près de 400 ans, et chaque dynastie en ajoutant sa contribution. La plus grande statue, un Bouddha Vairocana de 17 mètres de haut, est particulièrement impressionnante. Elle aurait été sculptée à l'effigie de l'impératrice Wu Zetian, la seule femme à avoir régné sur la Chine en son propre nom. Les grottes reflètent l'évolution de l'art bouddhique en Chine, avec des influences indiennes dans les grottes les plus anciennes, évoluant vers un style plus distinctement chinois. Donc ce sont des grottes boutiques dans le style mélangé indien et chinois. Et d'autres grottes principales, Rocco, qui méritent d'une visite. Et il y a 10 grottes principales que l'on peut visiter, chacune avec ses propres caractéristiques. Rapidement, je recommande de prendre un guide pour comprendre la signification des sculptures et leur contexte historique. Le meilleur moment maintenant pour visiter est tôt le matin ou en fin d'après-midi, lorsque la lumière est douce et les foules moins nombreuses. Et je vous rappelle que ces grottes sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2000. Ça mérite bien d'être visité, surtout pour ceux qui s'intéressent à l'art bouddhique de la Chine. Et cela semble vraiment impressionnant. Et Rocco, quels autres sites pouvons-nous visiter à Luoyang? Notre site important est le temple du cheval blanc, Baïmassi, considéré comme le premier temple bouddhiste officiel de Chine. Fondé en 68 après Jésus-Christ, il tire son nom des chevaux blancs qui auraient transporté les premiers sutras bouddhistes en Chine depuis l'Inde. L'empereur Ming de la dynastie Han avait envoyé des émissaires en Inde après avoir eu un rêve sur le Bouddha. Et ces émissaires rêvèrent avec 2 moines indiens et de textes bouddhiques chargés sur des chevaux blancs. Bien que le temple ait été reconstruit plusieurs fois au cours des siècles, il conserve une atmosphère de sérénité et de spiritualité très particulière. Le complexe comprend plusieurs salles, dont la salle du Grand Bouddha, la salle des Sutras et la salle des fondateurs, ainsi qu'une pagode où sont conservées des reliques des moines fondateurs. Les jardins du temple sont également très agréables à parcourir avec leurs arbres centenaires et leurs étangs à carpes. Le temple du cheval blanc est vraiment très célèbre.
Et pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de la Chine ancienne, on peut également visiter le musée des anciennes tombes de Luoyang qui abrite une collection remarquable d'objets funéraires provenant des tombes des dynasties du Nord. On y trouve des portraits, des figurines en terre cuite, des bijoux, etc. qui donnent un aperçu de la vie quotidienne et des croyances de l'époque. Bon, faute de temps, on va s'arrêter là. On poursuivra notre voyage dans le temps à la découverte des anciennes capitales de la Chine dans la prochaine